que des fois, tu as des gens qui reprennent aussi trop fort, trop vite, trop tôt, parce que quand ils étaient adolescents, ils ont gagné le cross du collège, tu vois. Que tu aies été coureur ou pas à un moment donné de ta vie, à partir du moment où il y a 6 mois de coupure, tu es débutant. Il y a plein de mythes autour du mal au dos. La courbure lombaire, elle est juste physiologique et on a mis des années à comprendre que cette psychose qui était faite autour de la lordose, c'était juste le meilleur avantage de notre évolution en tant que bipède, quoi, pour pouvoir fonctionner correctement. C'est-à-dire, j'ai mal au dos, je vais quand même m'entraîner, qu'est-ce que ça donne sur mon mal au dos ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en avait 49% qui étaient mieux quand ils couraient. Par contre, les matins où je vais courir, c'est après les jours où j'ai pas mal au dos. Elle s'est mise à faire du sport à la retraite. Elle me consulte 1 fois par an. Elle a 78 ans aujourd'hui. Et elle est incroyable, quoi. Alors, même en trail, elle fait des 50 km trail. Elle fait le marathon avec ses filles. Mais 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, pour même préparer un 10 km pour quelqu'un qui courait pas, moi, c'est la dernière chose que je recommanderais à un patient. Mais... Ouais, c'est extrêmement payant. Et ce que tu dis est important aussi, il faut peut-être que je le modère aussi, c'est que quand tu reconnais que t'es pas en forme, c'est pas la peine d'insister non plus. Le fait d'être régulier à l'entraînement, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Moi, je sais que ce que je vais dire, ça va peut-être pas être bien accueilli par tout le monde, mais... Est-ce que la course à pied, c'est mauvais pour le dos ? Ça sent vraiment la question en 1000 points. Alors, je vais faire une réponse relativement courte en rapport avec... cette notion de question à 1000 points, je vais dire non, mais bien évidemment ça demande d'être nuancé et puis ça demande d'être argumenté un petit peu. En fait, je crois qu'on est quand même tous faits pour courir, que notre dos il est extrêmement résistant pour tout ce qui est pression verticale. Il peut être, et notamment le disque intervertébral peut être potentiellement dommageable lorsqu'on fait des cycles hyper répétitifs de flexion-rotation. Mais quand on lui implique de la pression verticale, il faut savoir qu'en laboratoire, les gens qui testent les disques, comme on teste un petit peu des pièces d'avion chez Airbus ou des portes chez Ikea, ils n'arrivent pas à créer de lésions discales par de la compression. Ils ont besoin, c'est les plateaux vertébraux d'ailleurs, qui pètent en premier quand on fait quand on implique des grands cycles de compression. Donc vraiment se dire que les activités en charge debout qui impliquent des cycles de pression-décompression sur le disque intervertébral, j'allais presque dire, il adore ça. Et ça, c'est très contre-intuitif pour la plupart des gens, parce que tu as parlé de contrainte verticale. Oui. Donc c'est vraiment ce choc qu'on retrouve à chaque foulée quand on court. Mm-hmm. Et ça, il y a beaucoup de gens vraiment qui pensent que c'est mauvais, que ça va abîmer les disques intervertébraux, que ça va user les articulations, ça va même user les genoux pour certains. Et toi, tu nous dis l'inverse, tu nous dis en fait le corps, déjà, il est hyper résistant. Mm-hmm. Il est hyper résistant parce que l'homme, c'était son moyen de déplacement, la course à pied. Absolument. Et que maintenant, on fait plein de sports, moi le premier, etc. Mais à la base, la course à pied, c'était pas un sport, c'était un moyen de survie. Après, on a inventé d'autres choses. Mais, et au-delà de ça, même le corps, il l'aimerait et ça lui ferait du bien de courir dans ce que tu viens de nous dire, notamment au niveau de ces structures que beaucoup pensent que ça abîme. Exactement. En fait, je pense même que c'est un peu ce que les anthropologues appellent un mismatch de l'évolution. C'est-à-dire qu'effectivement, on est extrêmement doté pour pouvoir courir longtemps, tout simplement parce que c'est aussi pour ça que l'homme a évolué et qu'on a survécu. Notamment grâce à tous ces principes et cette capacité à chasser à l'épuisement, donc en faisant courir les animaux pendant très 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 longtemps. Donc ça a été un mode de vie, un mode de survie de l'homme chasseur-cueilleur. Et puis aujourd'hui, on n'est plus du tout soumis à ce type de contraintes-là. Donc quelque part, ce pourquoi on est fait n'est plus sollicité. Et on se retrouve à devenir quelque part intolérant à ce pourquoi on est fait. Et en fait, le fait de refaire de la course aujourd'hui nous permet juste de retrouver quelque part les aptitudes pour lesquelles on était totalement adapté il y a quelques milliers d'années. Et cette notion de mismatch de l'évolution, c'est comme si, grâce les qualités qui ont fait de nous des survivants, sont devenues quelque part nos points de faiblesse. Parce que système de vie moderne, sédentarité, manque d'activité, disposition de la nourriture à gogo, etc. Ce qui fait que ces structures-là se sont désadaptées. Et aujourd'hui, finalement, de les recharger via des exercices type, par exemple, course à pied, c'est une excellente chose qu'on peut leur proposer.
faut savoir que partout où le corps a besoin de résister à la compression, il va mettre de l'eau, parce que l'eau est incompressible. Partout où il doit résister à la traction, il va mettre du collagène, comme dans les tendons. Donc dans tout ce qui est cartilage, disque intervertébral, il y a des molécules qui adorent l'eau, qu'on appelle des molécules hydrophiles. Leur nom savant, c'est des glycoaminoglycans, mais ça, on s'en fout un peu. Et ces molécules-là, elles ont pour but de capter l'eau pour résister à la compression. Et en fait, on voit aujourd'hui, grâce aux études et notamment aux imageries, que les gens qui sont déconditionnés ou qui ont des mauvaises qualités au niveau disque intervertébral ou cartilage ont une faiblesse de ces marqueurs de résistance, du cartilage ou du disque intervertébral, et ils sont faiblement chargés en eau. Par contre, quand on les réexpose à des contraintes en compression, on ne refait pas pousser le cartilage, on ne diminue pas les potentielles petites lésions liées à l'âge au niveau du disque, mais on objective une amélioration des marqueurs de résistance du disque, notamment grâce à leur concentration en eau. Donc oui, c'est une excellente chose à faire pour les disques intervertébraux, pour le cartilage, pour la solidité des os, d'autant plus quand on vieillit aussi, parce qu'on sait que, notamment chez la femme, ça va être un des facteurs à surveiller en première intention, la notion d'ostéopénie. Donc c'est pareil, l'os adore qu'on lui mette des compressions. Donc c'est vraiment, l'atout anti-vieillissement. Et là, tu as lancé plein de pistes, mais donc on reviendra sur certains points que tu as développés, mais déjà, quelque chose qui est hyper intéressant, c'est vrai que nous, on prône toujours la course à pied, les kinés, on dit qu'il faut bouger, etc. Mais dans ce que tu viens de nous dire, ce qui est passionnant, c'est qu'on se rend compte que c'est pas seulement une étude anthropologique, comme quoi la course à pied est bonne pour l'homme, c'est qu'en fait, on a des structures au niveau anatomique qui explique pourquoi notre corps résiste à la course à pied, pourquoi il résiste à ces contraintes verticales. Donc en fait, il y a une justification, c'est pas simplement une observation. Non, c'est pas simplement une observation. Alors bien évidemment, toutes ces justifications, elles avancent et elles se nourrissent avec les progrès que peuvent nous apporter les imageries, avec les informations que la science petit à petit nous permet d'objectiver. Mais effectivement, aujourd'hui, par exemple, sur le cartilage au niveau du genou, on sait que quand on expose des personnes qui ont déjà de l'arthrose à un programme régulier de pratique de course à pied. Alors attention, quand je parle course à pied, c'est pas d'aller courir le marathon de Paris après avoir commencé la course à pied 3 mois avant. Ça peut être juste de l'alternance marche-course sur 5 minutes sur la première séance. Donc, mais ce qu'on observe, c'est que quand on expose des personnes entre 40 et 50 ans qui commencent à avoir de l'arthrose du genou, voire après 50 ans aussi, et qui ont des signes et symptômes, c'est-à-dire des douleurs, potentiellement un peu de gonflement au niveau du genou, des petites imperfections mécaniques, j'allais dire, dans l'utilisation de leur articulation. Quand on les expose à un programme de course régulier, on se rend compte qu'ils ont une amélioration de leur fonction, de leur douleur et des marqueurs qui permettent d'objectiver la résistance du cartilage. Donc la fonction, ils bougent mieux, oui, facilement. Exactement. Ils ont moins mal. Ils ont moins mal. Et quand on va regarder la qualité intrinsèque du cartilage, aujourd'hui, on sait observer que certains marqueurs qui permettent d'objectiver sa résistance sont améliorés. Alors pour le disque intervertébral, on n'en est pas tout à fait là. Faut vraiment savoir que pendant longtemps, les chercheurs ont défendu le fait que les capacités d'adaptation du disque intervertébral étaient vraiment trop lentes pour que l'activité physique ait un effet anabolique au cours de la vie sur ce disque intervertébral. Et puis, il y a eu une étude en 2016 qui a un petit peu mis le feu aux poudres là-dedans. C'est une étude de Belavy et c'est juste une étude d'observation, mais en tout cas qui a permis d'observer, de constater que les gens qui couraient, alors il y avait 3 groupes, un groupe sédentaire, un groupe qui courait entre 20 et 30 km par semaine et un groupe plus de 50 km par semaine. À peu près 30 personnes dans chaque groupe. Je crois que c'était 24, 30 et 25. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'à un instant T, quand on observe leurs disques intervertébraux, ceux qui avaient les disques intervertébraux les plus épais et les plus chargés en eau, c'était ceux qui couraient 50 km. Donc, c'est le point de départ de futures recherches. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est parce qu'ils ont ces disques aussi chargés en eau qu'ils arrivent à courir 50 km ou est-ce que c'est parce qu'ils courent depuis longtemps et que là, ils courent 50 km qu'ils ont ces disques en aussi bonne santé. Mais en tout cas, c'est le point de départ pour dire que non, le disque, en fait, il a des capacités anaboliques d'adaptation. Maintenant, il faut peut-être
trouver le bon protocole, il faut peut-être trouver aussi le bon protocole pour la bonne personne, et puis avoir des délais quand même d'application relativement humbles et en tout cas relativement patients pour observer ces changements-là. Mais très clairement, l'activité physique, notamment en compression, enfin notamment en charge, qui applique des cycles de compression-décompression, crée des adaptations au niveau du disque. Qui sont bénéfiques. Toi, quand tu parles d'adaptation anabolique, tu parles en fait de renforcement, d'amélioration de la qualité, hein, pour que ça soit C'est exactement ça. Peut-être que, donc ça c'est un point de départ comme tu l'as dit, avec des éléments de réponse qui viennent petit à petit d'un faisceau de convergence. Est-ce que si on regarde un peu la proportion de personnes qui ont mal au dos dans les coureurs et les non-coureurs, est-ce que ça apporte pas un autre élément de réponse? Ça c'est une excellente question, et il y a une enquête comme ça qui avait été faite lors d'un semi-marathon. C'est une enquête qui avait été faite par Agreta et Catala, et en fait ils ont interviewé 777 personnes de mémoire, et en leur demandant, à l'issue de leur semi-marathon, est-ce que vous avez déjà eu mal au dos ? Là, on se rend compte que c'est comme dans la population générale. C'est à peu près 54% des gens qui ont mal au dos, qui ont déjà eu mal au dos à un moment de leur vie. Savoir qu'on aura tous, dans les études épidémiologiques, c'est juste normal d'avoir mal au dos. Peut-être d'autant plus avec nos modes de vie actuels. Mais grosso modo, il n'y avait pas une énorme différence quant à la prévalence, quant au fait d'avoir eu mal au dos une fois dans sa vie. Et puis, par contre, ce qui était rigolo, c'est qu'ils leur ont demandé aussi, quand vous aviez mal au dos, quel était l'effet de pratiquer la course à pied ? C'est-à-dire, j'ai mal au dos, je vais quand même m'entraîner, qu'est-ce que ça donne sur mon mal au dos ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en avait 49% qui étaient mieux quand ils couraient. Donc, juste plus de même chose. Alors moi, je suis l'exemple parfait pour ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai un peu mal au dos. Je faisais pas mal de sport de force, soulever un peu de poids, etc. Et ça, en ce moment, c'est compliqué. Par contre, les matins où je vais courir, c'est après les jours où j'ai pas mal au dos. Ouais, et ça, c'est assez, c'est vraiment puissant. Alors, moi, j'allais dire, en tant que kiné, ça me donne deux informations. Ça me donne une première information, c'est que surtout, continue. En tout cas, surtout, encourage ton patient à continuer plus de même chose. Et deux, peut-être qu'il y a des chances d'aller voir ce qui se passe avec des mouvements répétés en extension, ça peut valoir la peine. Parce que parfois, on trouve dans des problèmes lombaires des situations où le fait de cultiver des mouvements dans une direction particulière améliore significativement et durablement le patient. Et quelqu'un qui est mieux en courant, ça veut dire qu'il est mieux avec une activité plutôt en extension au niveau lombaire, donc plutôt, on dirait, en légère lordose au niveau lombaire. Moi, j'aurais envie d'aller super cultiver cette direction-là, même de la force, enfin, en tout cas, la faire parler, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis, dans cette étude, quand même, ils avaient aussi, je crois que c'est 27%, enfin, j'en suis sûre même, c'est 27% des gens qui disaient qu'ils étaient aggravés par la course à pied. Dans leur période de lombalgie. Dans ces cas-là, bien évidemment, il faut arrêter de courir. Il faut se soigner. Et ça ne veut pas dire qu'on est condamné ad vitam aeternam à ne plus courir. Tout à fait. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est présent à un instant T que ça va perdurer dans le temps. Et le but, justement, c'est de se soigner pour que ça aille mieux et reprendre ses activités. Absolument. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que quand on diffuse un message, c'est jamais du 100%, c'est jamais du blanc ou du noir, c'est tout le temps gris. On sait que la course à pied, on vient d'en parler, elle est plutôt bonne dans la grande majorité des cas. Par contre, va toujours, comme tu viens de le dire, avoir certaines personnes qui peut-être vont avoir mal au dos quand ils vont courir. Et cette nuance-là, c'est pas toujours une nuance qui transparaît dans les messages, mais c'est aussi la nature même des canaux de diffusion qu'on utilise. Mais c'est vrai qu'il faut toujours essayer d'individualiser, essayer d'adapter les protocoles, il faut que chacun écoute son corps, voit à quoi il réagit, etc. et essayer de travailler là-dessus. Et il faut individualiser le plus possible. Ouais, nous, en tant que professionnels de santé, on dirait qu'il y a besoin de faire du triage, dans le sens où il faut être en capacité de reconnaître les patients à qui on va dire, au contraire, c'est votre modalité de traitement, les patients à qui on va dire, j'ai de bonnes raisons de penser qu'il faille interrompre momentanément votre pratique, mais il n'y a aucune bonne raison non plus que vous ne puissiez pas reprendre à un moment, dans un avenir proche. Puis il y a des patients pour qui ça va être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus tendu. Tu vois, je pense par exemple quelqu'un qui aurait, ce qu'on appelle une radiculopathie mécaniquement non répondante. Donc c'est quelqu'un qui a une sciatique où il a vraiment beaucoup plus mal dans la jambe que dans le dos, et qui est influencé par le mouvement, mais en fait un peu tout aggrave. Cette personne-là, on sait que ça va être un peu long.
On sait qu'il va falloir qu'elle bouge au maximum de ce que la douleur lui autorise, mais on sait que beaucoup de mouvements dans la même direction, ça va jamais être satisfaisant pour elle. Donc là, on va beaucoup plus nuancer la pratique. Et puis après, il y a aussi des gens comme qui auraient des conditions type canal lombaire étroit. Donc c'est quelque chose qui fait que quand on est debout, on supporte mal la position debout. Ça provoque des douleurs dans les deux membres inférieurs de type fourmis, engourdissement, douleur. Ces gens-là, ils sont mieux dès qu'ils sont assis. Typiquement, on ne va pas leur proposer de courir. Bon, c'est quand même surtout des personnes un petit peu plus âgées, mais typiquement, c'est des gens à qui on va proposer de faire du vélo. Parce que ça va ouvrir leur canal plus qu'autre chose. Voilà, là, c'est vrai qu'on en a parlé, c'est important d'en parler, mais c'est quand même pas quelque chose, c'est pas la majorité des gens. Non. Et tu as parlé aussi à un moment de sciatique, de radiculopathie mécaniquement non répondante. Oui. Mais c'est pareil, c'est pas toutes les sciatiques. Non. Parce que dans l'univers collectif des gens, dès qu'ils ont une douleur qui descend dans la jambe, pour eux, c'est une sciatique. Là, c'est un type très particulier de sciatique. Ouais. Nous, sur la chaîne, on a accompagné Sylvain il y a un an et demi. Mm-hmm. Et il courait pas. Et on est allé jusqu'aux 10 km de Paris ensemble. Donc, c'était hyper cool. C'est génial. Et lui, il avait une douleur justement dans la jambe, une sciatique. Enfin, il décrivait ça comme ça. Et en fait, à force de courir, il avait de moins en moins sa douleur. Et c'est exactement pareil. Il ressentait pas sa douleur les jours où il courait. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quand même un test qui est facile à faire pour la plupart des gens. C'est d'aller courir une minute, 3 fois une minute. Et puis, voilà, quelque chose de facile, pas trop intense. Et puis, de voir un petit peu les symptômes. Parce qu'une erreur classique, on entend... Moi, je te disais que j'ai mal au dos. Et donc, je côtoie pas mal de gens qui font du sport. Et donc, ils me voient plus forcément à la muscu, au crossfit, etc. Et je leur dis non, mais je cours plus parce que je préfère. Et ils sont tous surpris. Ils comprennent pas. Ils me disent, mais comment ça, la course à pied, ça te fait du bien ? Et donc, il y a quand même cette méconnaissance. Est-ce que tu penses pas que cette méconnaissance, elle vient de la façon, justement, de courir, du protocole ? Il y a beaucoup de gens qui se mettent à courir beaucoup trop vite, trop rapidement, trop fort. Et ça pourrait expliquer un petit peu cette mauvaise réputation ? Oui, puis je dirais même que ça a pris des proportions encore plus importantes ces dernières années. En fait, il y a un engouement incroyable pour la course à pied. Même dans les années 90-2000, on faisait du footing ou du jogging pour sa santé, pour se faire du bien le dimanche matin. Mais il n'y avait pas cet engouement et cette culture de la course à pied qu'on peut avoir aujourd'hui. Et cet engouement aussi a fait qu'il y a une espèce de complexe ou de course au kilométrage qui s'est faite, où finalement, t'es pas un coureur si t'as pas fait un marathon, ou t'es pas un trailer si t'as pas fait un ultra. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait un marathon, c'était en 2004. J'avais l'impression d'être une femme incroyable, quoi. Et puis aujourd'hui, t'as des gens qui commencent la course à pied au mois de septembre, puis qui ont commencé au mois de septembre, puis qui ont leur dossard pour Paris 2024. Mais bien évidemment, ils vont casse-pipe, c'est écrit, parce que notre corps, il s'adapte, il est incroyable en termes de capacité d'adaptation. On a une physiologie qui est juste phénoménale, à condition qu'on respecte quand même ses capacités d'adaptation. Moi, pour illustrer ça, j'ai souvent coutume de dire que j'ai épousé un talonneur, donc avec un cou quand même un tout petit peu... un peu large. Je me souviens de la première chemise, tu vois, 51. Ouais, mais c'est quoi de cette taille-là ? Et puis, quand Antoine a arrêté de jouer au rugby, il voulait continuer à garder une activité physique, être en bonne santé. Je courais, il s'est mis à courir. Et de talonneur, il est passé à finisher de la Diagonale des Fous. Et là, tu te dis, mais comment un gars qui était fait pour juste, de temps en temps, trottiner, mais surtout pousser fort et faire des rentrées au contact, en quelques années, est devenu finisher d'un trail de 170 km et de plus de 10 000 mètres de dénivelé. En y allant hyper graduellement, hyper progressivement. Et pour ça, notre physiologie, elle est juste incroyable. Ça, le corps, il est incroyable. Mais là, ce dont on souffre, c'est que finalement, les gens se disent « Allez, je vais commencer à courir. » Et puis, vu qu'ils regardent autour d'eux, puis que les gens, quand ils courent une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ils vont essayer de faire la même chose le premier jour. Et forcément, ils vont prendre tellement cher qu'ils ne vont pas s'y remettre avant 15 jours. Puis 15 jours après, ils vont refaire la même chose. Et puis en fait, ils ne seront jamais dans quelque chose que le corps adore, c'est du petit peu et souvent. Et à partir du moment où on pige ce truc, que 5 minutes de course à pied, c'est mieux que rien, et c'est déjà beaucoup d'informations sur
nos structures, tendons, articulaires, musculaires, etc., que ces 450 sauts sur chaque pied, c'est déjà énorme d'en avoir conscience. Et si on fait 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, et puis progressivement qu'on gradue 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes, de cette façon-là, on va vraiment encourager des adaptations qui seront extrêmement puissantes. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que les réseaux sociaux, ils ont eu ce moyen génial de démocratiser. Ils ont donné la possibilité à des gens de se rendre compte effectivement qu'on pouvait courir, d'avoir des informations, etc. Mais il y a quand même un effet loupe sur des gens qui performent de manière assez incroyable. Et du coup, on veut essayer de faire pareil, on veut essayer de s'identifier, alors que ça reste une infime minorité. Sur les réseaux sociaux, on voit que ça, mais si on regarde les statistiques, c'est une infime minorité. On a 70% des femmes qui ne font pas les 30 minutes d'activité quotidienne par jour, donc qui ne respectent pas les standards de l'OMS. On a 40 ou 50% des hommes. Donc c'est vrai que si on ouvre Instagram, on voit ça, des gens qui font des ultras, là la Diagonale des Fous, etc., à la période où on enregistre, mais ça reste une minorité, et comme tu l'as dit, il faut aller courir à son niveau, il faut commencer tout doucement, il faut laisser du temps, et les gens qui commencent en septembre, qui ont déjà leur dossard pour le marathon de Paris, ça effectivement, dans la plupart des cas, ça se passe mal, et les quelques exemples peut-être qu'ils ont autour d'eux avec des gens pour qui ça s'est bien passé, c'est le biais du survivant. Il y en a un pour 20 qui ont été sacrifiés. C'est ça, tu prends des œufs puis tu les lances contre le mur, par chance, il y en a un qui ne pète pas. Voilà, c'est ça, mais sinon tous les autres, ils se sont blessés. Absolument. Et ils ne courront plus jamais, et ils ont passé une mauvaise course, parce que, etc. Il y a aussi un problème de plan d'entraînement, avec des plans d'entraînement qui sont hyper courts. Des gens qui cherchent des plans d'entraînement courts, du coup ils trouvent des plans d'entraînement courts, mais 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, pour même préparer un 10 km pour quelqu'un qui ne courait pas, moi c'est la dernière chose que je recommanderais à un patient. Mais... J'interromps rapidement la conversation passionnante que j'ai avec mon invité pour vous dire quelque chose de très important. Vous avez remarqué que quel que soit le sujet qu'on aborde, quels que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec Jérôme, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables pour renforcer vos articulations. Avec GG, nous voulons que, peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, vous fonciez pour réaliser vos rêves. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui s'intitule « Débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser ». La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Le plaisir des footings sous le soleil le dimanche matin sera bientôt à vous. Cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire. Faites-le maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation gratuite. On reprend l'interview. Ça, c'est sûr. Et puis, en fait, ça dépend aussi d'où tu pars. Tout à l'heure, tu me poses la question, est-ce qu'on est tous faits pour courir ou est-ce que la course est mauvaise pour le dos ? Moi, j'irais oui, on est tous faits pour courir, mais il faut vraiment avoir en tête que on n'a pas tous la même génétique. Et ça, c'est un modérateur extrêmement puissant dans nos capacités d'adaptation. C'est pas juste, mais... C'est juste le plus puissant. Je veux dire, si tes parents ont eu de l'arthrose du genou, t'es 1000 fois plus à risque d'avoir de l'arthrose du genou. Si tes parents ont eu une hernie discale, t'es beaucoup plus à risque d'avoir une hernie discale. Enfin, la puissance de notre génétique, elle est quand même assez lourde. Il n'y a pas que l'héritage des troubles psy qui vont avec, ou le package avec lequel t'es livré en psychogénéalogie qui va te marquer, mais la puissance de notre génome, il est quand même incroyable. Après, il va y avoir ce à quoi je me suis exposée étant enfant. Et ça, si on peut donner un petit message aux parents, c'est le capital muscle, cartilage, tendon, qualité du tendon, qualité osseuse, que l'enfant acquérera dans son enfance et dans son adolescence, il est crucial pour sa vie d'adulte et sa vie de sportif en tant qu'adulte. Et c'est clair que quelqu'un qui a
beaucoup bougé quand il était gamin, même s'il a eu 10 ans de sédentarité entre la fin de ses études et le début de son activité pro, où il a un peu brûlé la vie par les deux bouts, même s'il s'y remet après, il a gardé quand même un certain nombre de capital. Oui, parce qu'il y a une croissance qui s'effectue de la naissance à peu près sur les structures 25 ans. Et donc, s'il y a eu de l'activité physique pendant ces 0 à 25 ans, ça a permis de capitaliser, de majorer ce développement. Et donc, après, il y a une base. C'est ça. Alors qu'il faut stimuler à un moment donné, mais il y a une base. Puis après, il y a tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, où est-ce que tu vis. Tout ça, ça a aussi un impact sur nos capacités d'adaptation quand même. Mais après, une fois qu'on a vraiment en tête tout ça, et que ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment important, c'est d'être en capacité de reconnaître les bonnes douleurs ou les mauvaises douleurs, et de se dire que j'ai un baromètre peut-être qui est mon dos, qui me permet de justifier si oui ou non j'ai été dans un bon niveau de pratique aujourd'hui. Si pendant ma course j'ai pas eu mal, ou très peu, ou pas plus que d'habitude, qu'après ma course j'ai pas plus mal, et que le lendemain matin je me réveille pareil que la veille, juste plus de même chose. Ça c'est un outil super important à donner aux patients et à bien avoir en tête. Hein. Ouais. Voilà, on tolère une douleur supportable pendant l'activité, là pendant la course à pied. Ouais. Par contre, on veut que quelques heures après, on soit revenu à l'état initial. Et le lendemain matin, on veut pas d'augmentation de la douleur. C'est exactement ça. Mais je mettrais un petit bémol à ça, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais à chaque fois que je vais courir, franchement, 1 heure après, c'est vraiment, vraiment dur. » quoi. Ou à chaque fois que je vais à l'entraînement de foot, 1 heure, 1 heure et demie après, c'est dur. Et là, tu questionnes et tu dis « Mais c'est dur. Pourquoi c'est dur ?»« Je me relève de mon canapé, c'est l'enfer. » quoi. Non, mais est-ce que tu penses que c'est ta séance de course à pied, ta séance de foot ou ton 1h30 vautrée dans le canapé qui est responsable de ton mal au dos? Et là, faire aussi un petit peu de la part des choses. C'est sûr que si tu vas courir et qu'après tu passes 1h30 vautrée, les pieds sur la table de salon dans ton canapé, tu vas avoir mal au dos. Mais c'est pas la course. Le jour où tu fais la même chose sans avoir couru, tu as mal au dos pareil. Donc, bien avoir conscience du baromètre. Et quand est-ce que j'interprète les informations que ce baromètre me donne, que je me fourvoie pas avec des mauvaises informations qui me donnent ou une mauvaise interprétation qui pourrait parasiter. Et puis à partir de ce moment-là, vraiment responsabiliser quant au fait que si vous n'avez pas plus mal pendant, pas mal après, le lendemain matin, vous vous relevez à peu près comme la veille, vous pouvez très bien augmenter graduellement comme ça vos séances de 2 minutes en 2 minutes. On perd jamais à refaire pareil, ou si on veut, on peut augmenter un peu. Exactement. Pourtant, partout, que ce soit nos patients ou même tout le monde, on dit que la meilleure activité quand on a mal au dos, c'est le vélo ou la natation. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on entend encore ça par rapport à toute la discussion qu'on vient d'avoir ? Il y a plein de mythes autour du mal au dos. Moi, alors j'ai coutume de dire aussi que je suis diplômée d'un autre siècle. Et quand je suis sortie de l'école de kiné, on me disait il faut effacer la courbure lombaire. La lordose, le fait d'être creusé dans le bas du dos, on disait le salut dans la prise en charge des lombalgiques, c'est d'effacer la lordose. Donc on demandait aux gens de se mettre contre un mur, de rétroverser leur bassin, c'est-à-dire de basculer leur bassin pour écraser leur dos contre le mur, puis de quitter le mur et de fonctionner comme ça. Je te cache pas que c'est juste impossible de fonctionner comme ça et c'est complètement antiphysiologique. Hein. Notre colonne lombaire, elle est sur un plateau sacré qui est incliné vers l'avant. Donc elle repose sur notre bassin. Voilà. Donc si on met des cubes les uns sur les autres sur un socle qui est penché vers l'avant, si on veut que les cubes se cassent pas la figure, même si on a d'autres choses, une courbure. Il y a forcément une courbure. Donc la courbure lombaire, elle est juste physiologique et on a mis des années à comprendre que cette psychose qui était faite autour de la lordose, c'était juste le meilleur avantage de notre évolution en tant que bipède, quoi, pour pouvoir fonctionner correctement. Donc ça, c'est une chose. D'autres mythes comme ça, à un moment donné, on a cultivé le fait de travailler très fort les abdos pour éviter d'avoir mal au dos. Et puis ça, en fait, on se rend compte que quand on regarde les populations qui ont des douleurs de façon chronique au niveau lombaire, les muscles qui sont déficitaires, c'est pas tant les abdos que les spinaux, c'est-à-dire les muscles qui sont de part et d'autre de la colonne lombaire, et qu'en fait, on a une énorme valeur ajoutée à venir travailler en renforcement exigeant ces muscles de l'arrière du dos, et que finalement, les abdos, c'est pas ceux qui nous protègent le plus.
Et puis, il y avait effectivement cette notion, surtout tu cours pas, parce que ça tasse. Et ton salut, si tu veux faire du sport, c'est la natation et le vélo. Alors, la première chose, c'est que si tu dis ça à un coureur, ça va être compliqué. Un coureur qui a mal au dos, à qui tu dis, maintenant c'est natation, ça va être très dur. Parce que par définition, les coureurs, ils sont un peu chargés en muscles au niveau des jambes. Donc, quand ils nagent, généralement, ils ne savent pas nager. Ils nagent comme ça. Donc, ils ont zéro sensation, zéro plaisir. En plus, tu as un côté un peu convivial, un peu j'allais dire touristique dans la course, dans le sens où tu vas dehors. Ce matin, j'ai couru sur le canal Saint-Martin, c'est la première fois que j'y allais. Je suis super contente d'avoir découvert ce coin-là. Bon, là, tu comptes les carreaux de la piscine. Donc, quand tu n'es pas formaté à ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Puis en plus, à un moment donné, on nous disait, mais il faut nager, certes, mais nager sur le dos. Donc, en plus, tu rentres dans les gens et tu ne te fais pas de copains. Donc là, c'est mort. Alors, la natation, c'est un excellent sport, au demeurant. Mais est-ce que c'est le sport privilégié quand tu as mal au dos et à fortiori quand tu es un coureur qui a mal au dos? J'en suis pas sûre du tout. Et puis encore une fois, est-ce qu'un sport non porté en apesanteur serait le sport qui serait le plus intéressant pour un corps qui est exposé à l'apesanteur en charge dans la vie quotidienne? On peut se poser des questions. Et puis le vélo, je pense que c'est un excellent sport, potentiellement aussi si tu as mal au dos, à condition que tu aies été pris en charge par un spécialiste et qu'on t'ait dit que le fait d'être penché vers l'avant ne soit pas un facteur pérennisant de ton mal au dos ou un facteur ou une cause de ton mal au dos. Parce que moi, je suis toujours un petit peu inquiète quand on m'annonce ça de façon un peu hors contexte, parce que finalement, l'écrasante majorité des contraintes auxquelles on expose nos dos dans notre vie sédentaire quand même, c'est de la flexion. Donc c'est le fait d'avoir un dos rond, d'être un peu penché vers l'avant. Exactement. Quand on est assis, et quand on est quand même assis un certain nombre d'heures dans la journée, que ce soit dans les transports, au travail, au repas. Je sais plus, il y avait une petite enquête comme ça qui avait été faite en Australie où il disait que dans la journée, quelqu'un qui avait un travail de bureau, qui prenait les transports en commun, avait 25 minutes de position debout. Donc c'est juste dans une journée de travail lambda, quoi. C'est juste ridicule. Et finalement, chaque fois qu'on est assis, on est en position de flexion au niveau lombaire, donc en enroulement au niveau lombaire. Chaque fois qu'on est debout, on est un petit peu plus en cambrure au niveau lombaire. Et si mon mal au dos est en lien avec cette écrasante majorité de contraintes en flexion, j'allais dire, c'est peut-être pas une bonne idée d'en rajouter avec le vélo, où là, tu vas être... sauf si tu as un vélo très vélo hollandais, de ville, etc. Mais si tu es sur un vélo, a fortiori encore plus avec des prolongateurs, là, tu es en flexion encore. Tu vois. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut tester, il faut individualiser. Exactement. Et en fait, il faut faire l'expérience. C'est ça, les patients, ils arrivent et ils te le disent. Ceux qui, tous les matins, je venais en vélo, maintenant, je peux plus. Ou au contraire, j'ai mal au dos. Ah non, mais par contre, mon trajet en vélo, il se passe très bien. Ouais. Donc en fait... le patient, il est quand même... il teste plein de choses, et ça, s'il y a des gens qui nous regardent, qui testent de leur côté. On est rentré de plein pied dans cet épisode. Je pense qu'il serait temps que je te laisse te présenter, Florence. Je suis une imposteur. Non, alors oui, je suis Florence Morisseau. Je suis kiné depuis 95, je vous laisse compter. Et j'ai développé une expertise dans la prise en charge des lombalgies, rachialgies, en me formant à la méthode McKenzie, qui est une méthode d'évaluation des problématiques lombaires. Et puis, j'ai toujours été coureur à pied ou coureuse à pied depuis le début de mon activité professionnelle. Avant, j'étais judokate. Et je suis vite tombée dans une consommation un peu monomaniaque de la course à pied. C'est un peu mon fonctionnement habituel, ça. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu un petit peu faire se rencontrer ma passion course à pied, mon métier qui est un peu passion aussi quand même, ma spécificité en lien avec la prise en charge des lombalgies. Donc, je me suis formée énormément dans la prévention et la prise en charge des pathologies du coureur. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit peu ces deux casquettes où je suis enseignante pour la méthode McKenzie.
je suis enseignante pour pour la clinique du coureur, pardon, qui est un organisme de formation qui fait de la formation pour les professionnels de santé en matière de prévention et de traitement des pathologies du coureur. Et puis du coup, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir un petit peu jongler avec ces deux casquettes qui m'amènent sur des terrains un peu de prédilection où on parle de lombalgie et de course à pied. Et je garde une activité libérale parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir d'avoir les mains dans le cambouis, hein, dans le sens de recevoir des vrais patients, de continuer à avoir des vraies expériences de prise en charge. Donc, je fais 2 jours de cabinet par semaine, le lundi, mardi, et le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Soit je donne cours pour l'Institut Mackenzie, soit je donne cours pour la clinique du coureur. Ça va, t'arrives à dormir? Alors là, la fin de l'année, c'est toujours compliqué. Je n'ai pas beaucoup de journées off, mais je le sais à l'avance et puis je m'organise pour, quand je suis en journée off, qu'elle soit vraiment off. Et puis, je le vis pas trop mal. De temps en temps, j'ai pas de cours, donc c'est bien aussi. Puis j'ai des grands-enfants, donc j'allais dire, je suis dans voilà, j'ai plusieurs opportunités de vie qui font qu'aujourd'hui, je peux me consacrer à ça à 200%. Ton emploi du temps, je trouve qu'il est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de certaines personnes qui prenaient des objectifs ou qui avaient des objectifs qui n'étaient pas trop en accord. On a parlé un peu de la génétique, de l'importance. Mais il y a aussi le mode de vie. Et il y a des gens, c'est pas une critique, ils travaillent beaucoup, etc. Et en fait, ils se prennent des objectifs où ils n'auront jamais le temps soit de s'entraîner, ou sinon, il faudra rogner sur le sommeil, ou au niveau alimentation, ils font pas ce qu'il faut, etc. Il faut bien avoir conscience aussi que quand il y a certaines personnes qui prennent un dossard, il faut réussir à l'assumer derrière, ou quand, je parle d'un dossard, mais qui veulent par exemple se mettre à courir, faut quand même avoir une réflexion un petit peu sur son emploi du temps, Ouais. se dire, je pourrais aller courir combien de fois, est-ce que c'est compatible avec ma vie de famille, avec ma vie pro ? Et peut-être essayer de réfléchir à ces questions-là parce qu'il y a un moment, il y a tout qui va se télescoper et ça ne sera pas forcément possible. Ouais, ça c'est évident. On a des rythmes un petit peu frénétiques. Après, j'aimais bien, en discutant avec Flavio Bonnet, j'aimais bien cette réflexion qu'il me faisait parce qu'il me disait le fait d'être régulier à l'entraînement, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Et c'est extrêmement ça, en fait. Si tu comptes que sur ta motivation, qu'elle soit intrinsèque, extrinsèque, elle va subir des hauts et des bas avec, comme tu disais, hein, le manque de sommeil, la pression familiale, la pression professionnelle, etc. Alors que si tu es discipliné, t'es moins sujet à ces hauts et ces bas. C'est juste comme ça. Il faut que tu fasses ça. Et chez les coureurs à pied, on retrouve quand même cette caractéristique-là, enfin ce trait de caractère. C'est quand même des gens qui aiment le contrôle. Hein. Et donc, qui ont réussi à rentrer dans cette routine, dans ces routines de discipline. Et c'est vrai que quand tu t'engages comme ça sur le fait de prendre un dossard ou le fait de te remettre dans une dynamique de pratique régulière, certes, il faut de la discipline, et 2, il faut aussi pas savoir sur quoi tu veux rogner, si tu as des coupes à faire dans ton emploi du temps. Et en fait, je pense qu'on a tous un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure dans notre emploi du temps qui nous fait pas prendre sur notre sommeil, pas prendre sur notre temps familial, pas prendre sur notre temps de boulot, pas prendre sur notre temps de repas, qui est nos temps d'écran. Et à partir du moment où tu fais le constat, ah ouais, non mais j'ai une moyenne de temps d'écran qui est de 3 heures par jour, et je suis très 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 conservatrice quand je dis 3 heures par jour. Ça fait peur hein, quand on ouvre ça sur le téléphone. Moi, c'est du délire. Hein. Mon mari, il avait fait l'expérience comme ça avec ses collaborateurs. Il travaille dans le secteur bancaire. À leur demander comme ça il avait fait une petite présentation sur la gestion du temps. Et il leur avait demandé comme ça, en toute transparence, de nous partager vos temps d'écran. Il y en a certains qui étaient 9 heures hein, sur leur téléphone dans la journée. Dans un contexte où ils bossaient, où ils avaient une vie familiale, etc. Ça veut dire que tu n'es jamais complètement à ce que tu fais, premièrement. Et 2, ça veut dire que, attends, tu dois bien trouver 20 minutes pour aller faire du sport. Dire que les 9 heures sont indispensables. Donc en fait, tu vois, c'est... effectivement, quand tu prends un dossard ou que tu t'engages dans le fait de... Reprise d'activité physique. Reprendre une activité,
Il faut se créer une discipline, il faut se bousculer pour s'obliger de rentrer dans une sorte de routine, et puis il faut faire les bons sacrifices. C'est évident que si tu le prends sur le sommeil, si tu le prends sur ta vie privée, si tu le prends sur ta vie familiale, professionnelle, ça ne va pas durer. Donc il faut optimiser un petit peu. Si c'est 10 minutes de course à pied, attends, tu descends une station de métro plus tôt, tu termines avec tes baskets en courant, franchement, tu n'as pas besoin de te changer. Tu mets un pantalon un peu avec de l'élastane dedans, et puis c'est bon, tu peux courir 10 minutes, c'est absolument pas un problème. Et puis commencer avec une première étape. Ouais. C'est-à-dire, on décide de bloquer, par exemple, 3 fois dans la semaine, 3 fois 20 minutes, et puis déjà, on essaie de faire ça. Et ça, c'est encore aussi une raison d'échec. Les gens qui veulent essayer de franchir les étapes trop vite, qui vont déjà imaginer qu'ils vont prendre un plan d'entraînement ou qu'ils vont courir 5 fois 1 heure, 5 fois 1h30 dans leur semaine, etc., alors qu'ils faisaient rien la semaine d'avant. Ça, c'est un échec déjà parce que ça va faire courir trop vite, trop fort et on a un risque de douleur ou de blessure. Et aussi parce que dans la vie de tous les jours, ça va quand même amener un chamboulement des journées qui va être énorme. Mais c'est tout à fait ça. Et vous aviez reçu Anh Phong Nguyen sur la chaîne aussi. Et Anh Phong, il a fait un travail d'enquête sur les raisons pour lesquelles les patients ou les pratiquants arrêtaient la course à pied. Et en fin de compte, la première chose, c'est l'ennui et la blessure. Dans le sens où la course à pied, déjà, c'est quand même vraiment quelque chose qui est étonnamment producteur de blessures, alors que c'est un sport pour lequel on est fait et où il n'y a pas de contact. C'est-à-dire, tu risques pas d'avoir un collègue qui te fait un mauvais tacle, un collègue qui te fait un tampon, un plaquage un peu haut, tu te fais pas bousculer. Enfin, tu vois, il n'y a pas de contact, tu commences pas à grande vitesse, mais pour autant, tu as quand même un participant ou un pratiquant sur 2 quand il démarre la course à pied qui va se blesser dans les premières 6 semaines. Donc, nous, en tant que professionnels du sport et de la santé, on a et j'allais dire, la première chose que je pourrais dire à un novice, c'est encadre-toi bien, d'un point de vue entraînement, professionnel de santé et équipementier. Mais très clairement, on a une mission en tant que professionnel de santé de faire en sorte que les gens qui veulent commencer à courir ne se blessent pas dans leurs premières 6 semaines. Parce que s'ils ne se blessent pas dans leurs premières 6 semaines, ils vont vraiment potentialiser leur pratique sur le long terme. Et puis, pour parer un petit peu à la monotonie, le fait de retrouver un groupe, le fait ou ne serait-ce qu'une copine, tu retrouves un copain ou une copine, déjà tu t'engages. Elle t'attend, il t'attend, tu l'attends. Il y a une sorte de partage sur le quart d'heure d'activité à 2. Rien que ça va aider à garder le cap. Et puis le fait d'être encadré, d'avoir des comptes à rendre, d'avoir... tu sais, dans les plans d'entraînement, aujourd'hui, tu as des plateformes qui sont extrêmement pertinentes, où après chaque séance, il faut que tu donnes ton ressenti. C'est juste une petite interaction avec la personne qui t'a planifié tes séances, et quelque part, tu te dis, non, mais là, quand même, m'a fait une séance, il faut que je la fasse. Bon, finalement, tu pourrais même dire, j'avais pas du tout envie, mais en fait, une fois que j'y étais, c'est bon. Tu as eu cette interaction-là, hop, ça aide quelque part à être pérenne dans l'activité. Tout à fait. Le fait d'ancrer, d'avoir une personne, ça va obliger, déjà ça va motiver, on va passer un bon moment, et puis ça va ancrer la pratique, donc ça c'est important. Et ce que tu viens de prendre comme exemple, c'est vrai, toi tu cours beaucoup, moi je cours moins que toi, mais il y a des séances où on n'a pas envie de les faire. Et donc on revient sur cette notion de discipline dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'à un moment, quand on est engagé dans quelque chose, y a des fois, on n'a pas forcément envie, mais on y va. Et une fois qu'on a fait cette séance, en fait, on n'est jamais déçu. C'est ça. Ça s'est toujours bien passé, on est toujours content de l'avoir faite. Et puis, comme ça, on continue le cycle, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, si tu rentres si tu franchis un cap dans cette discipline et dans cette, cette dépendance-là, à un moment donné, moi, je me suis vue me relever pour faire des séances. Tu vois, du genre... tu as une séance, pas des grosses séances, mais du genre, tu as une séance de renfo, poids de corps, gainage, et puis tu l'as pas fait parce que la journée est passée, à chaque fois tu as dit non mais tant pis, tu as fait ta course, tu as fait ça à la sortie de course, tu avais ça en plus à faire, je la ferai à midi, je la ferai à 16h, je la ferai à 20h.
Il est 22h, tu te dis, oh, j'ai pas fait ma séance, tu tentes de te coucher, puis tu dis, ah, ça va pas le faire. De toute façon, tu vas pas dormir. Donc, toi, cette discipline-là fait qu'à un moment donné, ça prend le pas sur toi. Et une fois que tu es arrivé à ça, je dis pas que c'est bien toujours, hein, parce que des fois, ça traduit des traits un peu borderline. Hein. Mais moi, je me suis vue me relever puis me faire ma séance de planche, machin et tout ça. Hop, me couche, je suis contente. Parce qu'il y a un engagement, parce que aussi tu as fait des Ouais. efforts sur d'autres séances, tu as construit quelque chose, tu C'est sais que tu as un exactement ça. objectif que tu visualises, et en fait, le temps de passage, il est là, et tu sais que bon, c'est pas une séance de gainage qui va changer grand-chose, mais Non. ça, plus ça, plus ça, bah, au bout d'un moment, les efforts que tu as fait, et les fois où tu as souffert, t'as souffert dans ton organisation, tu t'es organisé, etc., pour faire ces précédentes séances, ça se justifie si derrière tu continues. Ouais, c'est extrêmement payant. Et ce que tu dis est important aussi, il faut peut-être que je le modère aussi, c'est que quand tu reconnais que tu n'es pas en forme, c'est pas la peine d'insister non plus. Tu vois, si tu as des indicateurs qui te disent que tu es fatigué, que tu es dans le dur, que tu es malade, là aussi, il faut pas faire la séance qui sert à rien. Parce que, dans le pire des cas, tu es déjà un peu malade, tu as déjà des défenses immunitaires un peu faiblardes, ça va juste les épuiser un petit peu plus. Et puis 2, elle va pas te profiter d'un point de vue ni physiologique, ni musculaire, tendineux, etc. Donc, il y a des fois aussi, il faut aussi reconnaître les moments où cette séance-là, je la fais pas parce que je vais pas me faire de bien. Mais ça, c'est aussi tout l'accompagnement qui est hyper intéressant quand on met le pied à l'étrier de quelqu'un, c'est lui reconnaître les signaux que lui envoie son corps. Et au même titre que tout à l'heure, on disait le meilleur baromètre, c'est de suivre ce que te dit ton dos. Être éduqué et éduquer les gens à suivre les informations que leur donne leur corps. Et ça, on le voit dans tout. Quand tu parles avec les nutritionnistes, ils te disent que la plupart des gens ne savent plus quand ils ont faim et quand ils n'ont pas faim. Pour la soif, c'est dans un domaine qui est plus proche de la course, il y a des recommandations parfois qui proposent de boire avant d'avoir soif. Mais en fait... c'est une hérésie, hein. On a un corps qui sait exactement nous dire ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. On n'est pas des chameaux, on ne stocke pas. Donc, moi, je me souviens avoir vu une conférence de Tamara Butler, qui est vraiment le docteur référence en termes de gestion de l'hydratation pendant l'effort. Et notamment, elle a l'idée, la conférence de consensus sur l'hyponatrémie, qui est une pathologie liée au fait notamment d'ingurgiter trop de liquide. Et qui est gravissime. Qui est gravissime, qui peut causer la mort. Et je me souviens de Tamara Butler qui, à la fin de sa conférence, c'était à Monaco, je ne sais plus, il y avait peut-être 1500 personnes, qui termine en disant « The more you drink, the more you pee ». Plus tu bois, plus tu pisses. Ouais. Et tu stockes pas. Donc en fait, une bois grande ta soif. chercheuse comme ça, voilà, elle finit à boire en fait quand on a soif. Et on voit encore partout sur les réseaux sociaux des trucs aberrants, comme quoi il faut boire tant de litres, etc. Ouais. Juste on boit quand on a soif. Si on revient un peu sur la course à pied, du coup, est-ce que on va rentrer un peu plus dans est-ce que tout le monde peut courir, homme, femme, on est d'accord, il n'y a pas de distinction. On va commencer sur quelque chose de très basique. Ouais. Non, homme-femme, il n'y a pas de distinction. Alors, c'est rigolo parce que j'enregistrais un podcast hier avec Manon d'Auvergne, qui est une spécialiste, qui a commencé un travail de doctorat sur l'influence du cycle hormonal dans la performance des athlètes féminines. Et j'ai adoré la fin de cette interview parce qu'elle nous a dit, en fait, je suis prête et peut-être absolument conditionnée au fait de rien trouver. C'est-à-dire de se dire qu'à la fin de ces travaux de recherche, que tu t'entraînes à n'importe quel moment du cycle, ça ne change pas ta possibilité d'accès à la performance. Okay. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui cherchent là-dessus. Et en fait, on ne sait pas parce que longtemps, on n'a absolument pas pris conscience que la femme était différente de l'homme en termes d'entraînement sportif ou de recherche quant aux facteurs de risque de se blesser. C'est ce qu'on appelle le gender gap, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un gap énorme dans la prise en considération de l'athlète féminine en tant que telle. Tous les travaux de recherche en sport et en prévention des blessures, c'est fait avec des cohortes d'hommes. Ça, c'est aussi en lien avec le fait que si on reprend le premier marathon,
accessible aux femmes, il n'est pas si vieux que ça. Et même l'accès au sport, hein, c'est début des années 1920. Et au départ, les femmes, elles étaient condamnées à faire un sport à visée esthétique. Hein, et puis que pas trop performante non plus. Donc, effectivement, il y a des différences hommes-femmes. Et je suis vraiment aujourd'hui convaincue qu'il faut entendre ces différences-là. Mais sur une pratique de la course à pied raisonnée, raisonnable, récréative, il n'y a pas de différence. Voilà, ce que j'allais dire. Là, tu parles quand même de sportifs élites. Et pour monsieur et madame tout le monde, et même pour faire, je sais pas moi, un marathon en 3h30 ou en 3h, bon... Jusque-là, voilà. on est... Ce qui est déjà quand même une belle perf. 3 heures au marathon pour une femme, ça commence à parler. Hein. Ouais, tout à fait. Donc voilà, pour monsieur et madame tout le monde, pas de problème homme-femme. Ouais. Au niveau, pas de différence homme-femme dans la pratique de la course à pied. Au niveau de l'âge, est-ce que tu mettrais une contre-indication à partir d'un certain âge? Ouais, non, pas du tout. En fait, que tu aies été coureur ou pas à un moment donné de ta vie, à partir du moment où il y a 6 mois de coupure, tu es débutant. Ça, c'est vraiment quand même quelque chose à avoir en tête. Parce que des fois, tu as des gens qui reprennent aussi trop fort, trop vite, trop tôt, parce que quand ils étaient adolescents, ils ont gagné le cross du collège, tu vois. Bah ouais, mais il s'est passé 30 ans entre les deux, vous avez rien fait, vous avez cultivé un mode sédentaire, pas forcément optimal pour la santé tissulaire des différentes structures de votre corps. Donc, on va oublier le cross du collège que vous avez gagné, puis on va repartir quand même très, très graduellement. Donc, je ne mettrai pas d'âge. Et aujourd'hui, on voit des personnes qui démarrent la course à pied à la retraite et qui deviennent hyper, j'allais dire, consommateurs de course. Et moi, j'ai une patiente qui me touche à chaque fois que je la vois. Et elle est incroyable. Elle était infirmière libérale toute sa vie. Donc, un rythme de vie... détonnant, avec 3 enfants, etc. Donc, infirmière libérale, je pense qu'elle était à la retraite à partir des années 2010, 2015 peut-être. Donc, tu vois, c'est quand même... c'était un moment donné où les rythmes... ils sont toujours en rythme fort, mais là, c'était vraiment hyper puissant. 3 enfants, donc pas trop de temps de faire du sport. Elle s'est mise à faire du sport à la retraite. Elle me consulte 1 fois par an. Elle a 78 ans aujourd'hui. Et elle est incroyable, quoi. Elle fait des ultras, elle fait, même en trail, hein, elle fait des 50 km trail, elle fait de marathon avec ses filles, elle part toute seule, sans montre, sans téléphone de chez elle pour aller courir. Donc là, connaissant ses enfants, je lui dis, bon, maintenant ça suffit, Madame Pilot, vous prenez un téléphone quand vous allez courir, parce qu'elle me dit, des fois, je vois pas le temps passer, puis je me dis, je suis peut-être un peu loin. Mais c'est juste, elle est juste incroyable, et elle s'y est mise à la retraite. Pratique, hein. Elle s'est mise à la retraite. Stop, je coupe très rapidement cette interview passionnante pour vous donner une information qui va vous intéresser. Avec Raph, on a créé les tips de GG et Raph. Une newsletter exclusive où l'on va vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche sur 2, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Cliquez juste ici pour y accéder. Vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment si le contenu ne vous intéresse pas. Allez, on reprend l'interview, je ne veux pas déranger Raph plus longtemps. Donc, toi, je dirais qu'il n'y a pas de limite. Encore une fois, ça dépend de ton intériorité, ça dépend de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et ce qui va être crucial, c'est de démarrer graduellement. Ouais. Tout à l'heure, on a un peu aussi parlé de est-ce que tout le monde peut courir ou pas. Tu as parlé un peu de certaines pathologies. Donc, tu as parlé un peu de certains types de douleurs dans la jambe. Tu as parlé du syndrome de canal lombaire étroit. Mais en réalité, ça reste une minorité de personnes. Oui. Et tout le monde peut mettre ses baskets, aller courir 3 fois 1 minute et voir comment ça se passe. Oui, j'allais dire, dans le doute, consulter un professionnel qui a une orientation quand même, lombalgie course à pied. Mais dans le doute, c'est pas ce que tu dis. Tu mets tes baskets, tu cours 1 minute, tu vois comment ça se passe. Si ça se passe bien, la fois d'après, t'en cours 2. La fois d'après, t'en cours 3. Mais ce qu'on veut plus voir, c'est cette recommandation systématique. Tu as mal au dos, donc tu ne cours pas. Ouais, non, ça c'est vraiment, j'allais dire, nocebo. Déjà, souvent, on a eu ce message-là, historiquement, de quand t'as mal au dos, t'es quelqu'un de fragile. Quand t'as mal au dos, t'es quelqu'un qui va être condamné à faire attention. Quand t'as mal au dos, il va falloir que tu ramasses un trombone en pliant tes genoux. Enfin, tout ce discours nocebo, on s'est rendu compte qu'il était quand même particulièrement délétère pour la santé des gens et que, en fait, au contraire, il faut vraiment
renforcer le message que notre dos, il est hyper solide. Notre dos, il est capable de se pencher vers l'avant, de se pencher vers l'arrière, de se pencher sur les côtés, de prendre un pack d'eau dans son caddie, de le mettre dans sa voiture. Mais il est hyper résistant. Et au contraire, de valoriser et d'encourager ces messages positifs, ça se traduit aussi par des gens qui ont plus confiance, qui créent moins de kinésiophobie, qui utilisent plus. Et quand tu utilises, tu renforces. Tu vois. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est important à encourager, cette notion d'exposition et de confiance en son dos. Et je ne sais plus de quoi on parlait au début. C'est pas grave, il n'y a aucun problème. On parlait de est-ce qu'il y a certaines pathologies, etc., qui ne peuvent pas courir. Mais ce qui est important, voilà, on va revenir là-dessus, on l'a dit, mais quand on soumet le corps à des contraintes, il se renforce. Ça, c'est un schéma d'apprentissage global du corps. C'est Schwarzenegger à la musculation pour le muscle, mais ça marche pour toutes les autres structures, ça marche pour les disques intervertébraux. En tout cas, on a vu qu'on avait des pistes. Oui. Ça marche pour les os. C'est important pour la femme dans les cas d'ostéoporose. Oui. Ça marche pour les tendons, ça marche pour les ligaments, ça marche pour les cartilages. Voilà, donc c'est un schéma qui est général au niveau du corps. On soumet le corps à une contrainte, il se renforce. Ce qu'il faut, c'est lui laisser du temps. Et ce qu'il faut, c'est avoir conscience du corollaire, c'est que si on soumet plus notre corps à des contraintes, en fait, il se fragilise parce que le corps, il va pas continuer d'investir de l'énergie dans des structures qui sont pas sollicitées. C'est donc, exactement ça. C'est pour ça que tu as dit, au bout d'un moment, au bout de 6 mois, on revient de zéro. On a parlé de la course à pied, mais je pense qu'on doit pouvoir généraliser à pratiquement toutes les activités physiques, tous les sports. Donc voilà, en fait, si on a notre dos qui est un peu sensible, un peu fragile, il faut essayer de le réexposer à des contraintes pour que, en réponse, il se renforce et il soit plus fort. J'ai retrouvé. Je te laisse la parole. En fait, il faut aussi avoir en tête que ce que tu dis, c'est extrêmement pertinent et c'est hyper important comme message. Et en plus, tu le dis très bien. Il y a juste le délai d'adaptation des structures qui n'est pas le même. Un muscle, ça s'adapte hyper vite. C'est gorgé de sang, ça reçoit beaucoup d'énergie. Exactement. Un tendon, ça s'adapte déjà un petit peu moins vite. Un cartilage, c'est un peu moins. Un disque intervertébral, ça a une physiologie beaucoup plus lente. Alors, j'allais dire, en course à pied, je ne suis pas trop inquiète des délais d'adaptation. Parce que si quelqu'un va trop vite, trop fort, trop tôt, il va se faire aussi une tendinopathie d'Achille. Enfin, tu vois, c'est pas forcément le disque qui va le plus souffrir. Par contre, on voit très clairement dans d'autres pratiques que les gens progressent très très vite d'un point de vue musculaire, très très vite d'un point de vue cardio, et ils s'imposent des contraintes auxquelles finalement les disques ne sont pas préparés, et c'est notamment au CrossFit. C'est quand même hyper important de se dire oui, mon muscle il arrive à soulever beaucoup plus lourd, mais non, mon dos il n'est pas encore capable de supporter aussi lourd que ça, donc il faut que j'adapte mon renfort. Ouais, on a des structures qui s'adaptent mais qui ne s'adaptent pas à la même vitesse parce qu'elles ne reçoivent pas la même vascularisation. Voilà, tout le monde a vu de la viande rouge, le muscle et de la viande rouge, ça s'adapte très vite. Et donc effectivement, si on va faire un peu de muscu, mais moi je trouve que même avec la course à pied, même le cœur, les poumons, etc., tout ça s'adapte très vite. Donc une personne va faire un petit peu de sport et tout de suite ça va aller mieux. Et si elle base en fait sa progression sur son ressenti de l'effort, à chaque fois elle va augmenter. Parce qu'en réalité, les muscles, on a dit, ils progressent vite, donc ça sera facile. Donc on met un peu plus de poids sur la barre, ou on court un petit peu plus longtemps, ou un petit peu plus vite. Mais les autres structures s'étant adaptées moins rapidement, on va forcément sur de la douleur, sur des problèmes comme ça. Mais du coup, ça amène aussi, moi je vois avec des patients ou avec des gens qui ont l'impression que quand ils ont fait des efforts pendant 3 mois, s'ils n'ont pas eu d'amélioration des symptômes ou s'ils ont encore des douleurs au bout de 3 mois, en fait, ils pensent qu'il n'y aura pas d'amélioration plus tard. Alors qu'on voit que des gens qui continuent de stimuler leur corps, on a des adaptations qui se passent à 6 mois, à 9 mois, à 1 an, à 2 ans. Et on a des gens qui se démotivent beaucoup trop rapidement. Oui, ça c'est sûr. Et puis d'autant plus quand il y a des problématiques en lien avec de la douleur chronique. On sait que dans la douleur chronique, il y a autre chose que juste la relation entre un tissu lésé qui envoie une information de protection ou une information d'alerte qui va demander de la protection vis-à-vis du cerveau, de la part du cerveau. Dans la douleur chronique, on sait qu'il y a des mécanismes un peu comme si le système nerveux et le système nociceptif prenaient un peu, s'embrasaient. Et du coup, on a des récepteurs qui normalement donnent une information quand il y a le feu, et puis là, ils donnent une information alors qu'il n'y a même pas de fumée. Donc, la douleur chronique a ce site perturbant qu'elle n'est pas directement liée à un organe qui souffre, ou que la relation entre
lésion et douleur est plus aussi directe. Ça, c'est complexe comme notion. C'est hyper complexe comme notion, mais c'est important à comprendre et c'est important à dire aux patients que la douleur, elle vient toujours d'une interprétation d'un message, mais que parfois le message, il n'est pas à propos. Parce que le corps, il n'est pas vraiment en danger. Parce que ce tendon, il n'est pas vraiment en danger. Mais par contre, il a tellement été en danger dans le passé que même des récepteurs autour de ce tendon-là renvoient des messages au cerveau dès qu'on le sollicite en disant « Oh, il va peut-être le mettre en danger ». Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les activités cardiovasculaires, l'activité physique a aussi un effet sur le fait de désensibiliser ce système nerveux central. Et que parmi les adaptations et parmi les diminutions de douleur qu'on va voir sur le plus long terme, ça va être essentiellement ces douleurs un petit peu en lien avec une mésadaptation du système nerveux ou du système de construction de la douleur qui vont être à leur tour adressées par l'activité physique. Et on sait que quand on fait une activité physique, on va diminuer la facilitation descendante et augmenter l'inhibition descendante. Donc, c'est finalement des messages du cerveau qui viennent à notre corps en disant « Bon, toi, tu te tais », en gros, au récepteur qui renvoie les informations, ou qui vont, au contraire, inhiber la capacité à notre cerveau à être hyper attentif à cette zone-là. Donc, c'est toujours complexe, mais même dans la douleur chronique, que ce soit pour n'importe quel siège de douleur chronique, pas de douleur chronique au niveau lombaire, au niveau cervical, au niveau genou, au niveau hanche, etc., le fait de faire de l'activité physique, qui va être choisie en fonction peut-être de la zone de douleur, va avoir un effet extrêmement important sur la diminution de cette douleur-là. La petite modération que je dirais, c'est que là, avec ces patients, il faut être encore plus fin dans la bonne dose. Parce que la bonne dose peut être hyper productive, mais un tout petit peu au-dessus de la bonne dose peut les faire ce qu'on appelle retomber dans un flare-up, c'est-à-dire refaire tout, s'activer. Donc ouais, certainement, le gain, il va être immédiat sur certaines structures. Sur la douleur, il y a une partie qui peut aussi être adressée rapidement. Et puis effectivement, après, il y a des choses qui peuvent se passer à distance. Ouais, on a parlé de structures tout à l'heure qui s'adaptaient, et il y a des gens, malheureusement, leur corps, à force, par exemple, d'émettre de la douleur au niveau de la cheville ou n'importe où, leur corps, il va être de plus en plus efficace à émettre cette douleur. C'est ça. Et au bout d'un moment, il va être tellement efficace qu'on va avoir de la douleur alors qu'il n'y a plus de problème au niveau de la cheville. Mais cette personne-là, elle continue de ressentir de la douleur. Donc souvent, elle associe cette douleur à une fragilité qui perdurerait au niveau de la cheville. Alors qu'on vient de le dire, il n'y a plus rien. Mais ce qui est super avec l'activité, ce que tu viens de nous expliquer, c'est que faire une activité physique comme ça régulière, même si c'est pas forcément la zone qui est douloureuse qui travaille, ça peut permettre de diminuer toutes les sensations douloureuses de tout le corps. Ça fait ce qu'on appelle une désensibilisation. C'est ça, exactement. Et donc ça peut jouer absolument sur toutes les douleurs parce qu'on a des mécanismes qui sont centraux au niveau du corps. Donc centraux, en fait, ils vont toucher le système nerveux par exemple, et donc ça va rayonner sur tout le corps. Et on va pas forcément raisonner en termes d'une articulation qui était douloureuse, donc on la sollicite. Non, là, ça marche sur tout le corps. Ouais, tout à fait. Ok, donc tu es d'accord avec ça? Absolument. Deuxième effet, parce qu'on vient de le voir, on peut utiliser la course à pied comme un moyen de traitement. Deuxième façon dont j'ai appris en préparant cet épisode que tu l'utilisais potentiellement comme un moyen de traitement, c'est pour de la cicatrisation. Ouais, ça c'est quelque chose qui me tient aussi fort à cœur. C'est vraiment de voir l'activité cardiovasculaire comme le fertilisant d'un processus de cicatrisation. Au même titre que tu viendrais mettre du fertilisant quand tu arroses tes plantes, là tu mets de l'activité cardiovasculaire quand tu encourages un processus de cicatrisation. Ça, c'est extrêmement puissant. Faut vraiment avoir en tête que si tu te blesses ou si tu te fais mal ou si tu as un lumbago, le corps va mobiliser tout un tas de mécanismes pour encourager à cicatriser. On a des phénomènes, une physiologie qui est incroyable, on l'a dit tout à l'heure. Quand tu te coupes, on a un phénomène qui s'appelle la coagulation qui fait que très rapidement, ça va se mettre en place pour éviter qu'on se vide de notre sang. Quand on se blesse, on a un phénomène incroyable qui s'appelle l'inflammation qui permet de commencer à préparer la cicatrisation. Alors, petite parenthèse, même si ce n'est pas le sujet, du coup, ce n'est pas le moment de prendre des anti-inflammatoires. Quand au départ d'une blessure,
ce processus d'inflammation va venir là faire quelque part le ciment De la guérison. de la guérison. Hein. Et puis, là-dessus, le cardio va pouvoir s'inscrire comme un moyen de potentialiser le fait d'aller nettoyer la plaie, d'enlever les cellules qui ont été touchées, de vasculariser la zone pour lui amener du sang, pour lui amener des acides aminés, pour lui amener des nouvelles structures qui vont faciliter la cicatrisation, pour lui amener des indicateurs de croissance comme des IGF-1, des ARM messagers, pour vraiment optimiser la cicatrisation. Et donc, ce phénomène de cicatrisation optimisé par le cardio, ça a été en plus validé, notamment dans une étude quand j'avais vu ça, je me suis dit, quand même, ils ont trouvé des volontaires pour faire ça. Et ça avait été publié dans un journal de gériatrie, où en fait, dans un service, ils avaient réuni des personnes de plus de 60 ans. Alors, on s'entend que c'est pas de la gériatrie à plus de 60 ans, mais que voilà, c'était quand même des personnes de plus de 60 ans. Et ils les avaient séparés en deux groupes. Un groupe aux deux groupes, ils avaient fait volontairement une coupure au scalpel sur l'avant-bras. Et un groupe à qui ils avaient prodigué des soins traditionnels de pansement. Puis un autre groupe à qui ils avaient fait exactement les mêmes soins. Mais en plus, ils leur avaient demandé de faire 3 séances dans lesquelles ils faisaient du tapis de course ou de marche et du vélo. Et 3 séances de renforcement musculaire. Et en fait, ils se sont intéressés à combien vite les gens cicatrisent. Et le truc assez hallucinant, c'est que ceux qui avaient rajouté du cardio et du travail musculaire, ils avaient quasiment une baisse de leur taux de cicatrisation d'un tiers. De leur temps de cicatrisation d'un tiers. Donc c'est quand même hallucinant. Les perspectives que ça ouvre, elles sont énormes, je trouve. Elles sont énormes. Et tu vois, la semaine dernière, c'était le congrès aussi de la clinique du coureur. Et j'ai retenu plein de trucs, parce qu'il y avait plein de choses. Enfin, j'ai essayé de retenir un maximum, parce qu'il y avait plein d'informations ultra puissantes. Mais celle qui m'a le plus marquée, c'est quand on nous a dit, il me semble que c'est Inigo Morica qui nous a dit ça, j'ai un doute d'un seul coup, mais c'est pas grave, ça change rien. Ta probabilité d'avoir des complications post-opératoires, elle est directement liée, quand tu te fais opérer de quoi que ce soit, elle est directement liée à ta VO2 max. C'est-à-dire ta capacité à oxyder, en tout cas à capter les molécules d'oxygène dans le sang. Tu m'as piqué ce sur quoi je voulais enchaîner. C'est vrai. Et mais ça, c'est dingue, en fait. Et c'est dingue, enfin, c'est à la fois dingue et c'est à la fois très logique. Je suis partagé entre les deux. C'est-à-dire que plus on sera dans un niveau... On aura une bonne condition physique avant qu'il nous arrive un accident de la vie, en fait n'importe lequel, que ça soit une opération qu'on n'avait pas prévue, une fracture, on se coupe, le Covid, une maladie, une chute. Moi je vois beaucoup de personnes âgées aussi, et elles ont toutes très peur de tomber, ce qui est normal. Mais en fait, toutes ces personnes-là, n'importe qui, au mieux on est avant cet accident, au mieux on sera après. C'est sûr. Et c'est logique en fait. Ouais. C'est logique, mais c'est vrai que c'est encore des notions. Moi, je dis ça aux patients, ils me disent « Ah, c'est incroyable !» Et en fait, ça devrait être évident, on devrait tous en avoir conscience. Moi, je trouve que c'est logique et c'est puissant parce que c'est un truc sur lequel tu peux agir. Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas tous la VO2 de Kylian Jornet. C'est pas ce qu'on cherche à avoir non plus, mais faire en sorte que ta VO2 ne descende pas avec l'âge, entretenir ta VO2, la cultiver quand tu as 20 ans, c'est quand même des choses sur lesquelles on peut être acteur, pour lesquelles on peut être acteur. Et ça, c'est vraiment puissant. Et toi, par exemple, aux États-Unis, notamment sur les problématiques de rachialgie, les chirurgiens n'opèrent pas si tu es fumeur et si tu n'as pas au moins arrêté sur les 3 dernières semaines. Parce qu'en fait, la probabilité de cicatriser correctement quand tu es fumeur, elle est quand même très impactée. Et aux États-Unis, les chirurgiens, ils sont directement cotés en fonction de leurs résultats. Donc, ils ne veulent pas avoir de mauvais résultats. Donc, ils ne prennent pas de patients qui ne cicatrisent pas bien. C'est un autre monde, mais n'empêche que ça responsabilise aussi quand même un peu le patient. Ouais. Quoi. Moi, et les frais engagés. Moi, je sais que ce que je vais dire, ça va peut-être pas être bien accueilli par tout le monde, mais c'est au moins une information qui doit être dite au patient. Moi, je pense. Au minimum, quelqu'un, par exemple, qui va se faire opérer ou qui a eu quelque chose ou qui a besoin de cicatriser, lui dire, vous fumez, est-ce que vous avez conscience que vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté ? Ouais. Après, je trouve qu'il ne faut pas être donneur de leçons, parce que ça ne marche jamais. Mais il faut qu'il y ait cette information. Et si on est plusieurs à donner la même information,
bah, moi, j'ai quand même confiance dans l'inconscient collectif pour se dire, bah, ou dans l'inconscient individuel, dans ce cas-là, se dire, bah, tiens, je l'ai entendu là, tiens, je l'ai entendu là, tiens, bah, c'est des petites graines. Et c'est pareil, j'enregistrais un podcast avec un collègue aussi qui s'appelle William Seychelles, qui est hyper motivé et puis qui s'est vraiment formé en nutrition. Et en fait, dans son cabinet, il ne donne pas de consultation en nutrition proprement dit, mais il lance des tips, il donne des infos, tu vois, il tease un petit peu. Et ce qu'il a mis dans son cabinet, c'est les QR codes. Et en fait, les gens sont curieux et ils viennent scanner les QR codes. Et dans les QR codes, bah, tu as des recommandations, tu as des idées, tu as des propositions. Et finalement, bah, tu ne l'imposes pas aux gens, mais la personne qui a scanné le QR code et qui a pris conscience qu'effectivement, augmenter son VO2, c'est s'assurer un meilleur vieillissement, une meilleure santé tissulaire, une meilleure capacité de guérison si jamais je me blesse, bah, elle le lit une fois, elle le lit deux fois, elle le lit trois fois. Et c'est comme ça que peut se faire Au bout d'un moment, ça imprègne la l'éducation. personne. Et faut savoir qu'en plus, dans toutes ces observations-là, très souvent, alors là, j'ai pas l'étude sous les yeux, mais très souvent, avec une faible augmentation, généralement de la VO2 max, enfin de la condition physique générale, on a souvent une grande augmentation des bienfaits. Ouais. Et tu parlais de Kylian Jornet, on peut penser que au bout d'un moment, quand on arrive à un certain niveau, en fait, il n'y a plus tellement de gains. Et Ouais. c'est justement les personnes qui ont une condition physique qui est peut-être moyenne parce qu'ils sont sédentaires, eux, s'ils s'y remettent un peu, ils auront d'un coup d'énormes effets. Ouais, non, c'est vraiment ça. Cette notion de courbe, tu vois, elle part comme ça, puis d'un seul coup, elle monte là, mais pour un tout petit changement en termes de pratique d'activité quotidienne. Hein. Donc ça, c'est vraiment dire aussi aux gens qu'il n'y a pas besoin d'aller faire des choses incroyables. C'est, des fois, un tout petit changement, c'est vraiment un gros game changer. Tout à fait. On a parlé beaucoup d'adaptation, de plein de tissus. On n'a pas parlé des prothèses. Ouais. Avec une prothèse de hanche, avec une prothèse de genou, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la course à pied ? Alors, je savais qu'on en avait parlé, donc je suis allée rechercher l'étude. En fait, c'est une étude de Garrett qui avait été publiée. Alors, c'est pas une grosse étude en termes de valeur métrologique et de valeur de grosseur de cohorte, etc. Mais ils ont fait une étude sur 7 personnes, 9 prothèses. Donc, si on fait bien le compte, il y en a 2 qui étaient double prothésées de hanches. Et en fait, ces 7 personnes étaient déjà forcément des pratiquants quand même très impliqués en termes de course à pied. Et ils ont participé à des ultra-trails, notamment l'UTMB. Et en fait, ils se sont rendus compte que la prothèse pouvait faire 60 000 km sans aucun souci. Alors le recul, le recul de la plus longue longévité de prothèse, c'était 19 ans. Pour des raisons de clôture de l'étude finalement. En tout cas, le fait d'avoir une prothèse de hanche, par exemple, ne te condamne pas à plus jamais courir si tant est que tu étais coureur avant, ou ne te condamne pas à jamais essayer de courir si tu n'étais pas coureur avant. Ça ne veut pas dire que tu seras marathonien si tu n'as jamais été coureur avant d'avoir une prothèse, mais ça veut dire que potentiellement, tu seras pas... ce ne sera pas exclu que tu puisses faire un petit peu d'alternance marche-course. Et du coup, ça use pas la prothèse, Voilà, parce que c'est ça la grande question. C'est ça la grande question, et c'est ça qu'ils objectivaient dans cette étude-là, c'est qu'ils regardaient le couple de force céramique contre céramique, et en fait, il n'y avait pas d'aggravation de l'usure de la prothèse. Parce que les pièces sont donc en céramique, Ouais. si on prend une prothèse de hanche, entre le fémur et le bassin. Ouais. Et donc, ils regardaient justement la répartition des forces C'est ça. au niveau de Et puis l'articulation. l'usure liée à la sollicitation. Et puis, l'idée, c'est encore une fois, c'est pas de transmettre des faux messages ou des choses un petit peu trop exceptionnelles. Mais encore, le fait de faire une activité physique sur une prothèse, c'est aussi garantir un bon environnement, c'est garantir une bonne capsule articulaire, c'est garantir autour de la prothèse, c'est de garantir un bon maintien musculaire, c'est de garantir une bonne vascularisation de toutes ces zones-là. On est d'accord qu'on ne va pas vasculariser la céramique, mais en gros, c'est garantir une bonne trophicité de tout ce qui environne la prothèse.
et de fait, une bonne longévité. Et moi, la dernière personne que j'avais eue comme ça, c'était un chirurgien vasculaire de Niort. Et il avait toujours été coureur, des enfants sportifs, dont un fils kiné, un fils prépa physique. Et en fait, il avait vraiment à cœur de continuer son activité physique avec ses enfants, et puis pour lui. Et il a été opéré d'une prothèse de hanche, et c'est à peu près 6 mois après, il reprenait la course, et ça s'est extrêmement bien passé. 1 an après, il faisait la course du village, parce que c'est Niort, hein, donc, mais quand même 1700 ou 2000 participants sur la coulée verte, c'est l'occasion de C'est courir bien. à Niort, et il l'avait fait, et je sais qu'aujourd'hui, il pratique régulièrement, et c'est pas il n'est pas le seul comme ça, et je pense que ce qu'il faut réussir aussi à transmettre, c'est que le jour où on a une prothèse, c'est pas forcément en lien avec le sport auquel on s'est confronté avant, c'est peut-être plutôt en lien avec sa génétique, et que si on a été sportif, on n'est pas condamné à ne plus jamais l'être. Au contraire, ce sera sûrement intéressant de continuer à l'être. Tout à fait. Je me suis un peu perdu, on a parlé tellement de choses. On a parlé d'arthrose? On a parlé un petit peu peu d'arthrose, ouais, au moment. On peut reparler d'arthrose, ouais, parce que ça c'est important. Parce que tu viens de le dire, c'est pas parce qu'on court que derrière on a eu une prothèse. Parce Ouais. que ça, il y a plein de gens qui pensent que comme ils ont pratiqué la course à pied, derrière ils sont opérés pour certains de manière un peu précoce d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse de genou, et ils pensent en tout cas ils intellectualisent ça de cette façon. C'est parce que j'ai couru, que j'ai eu de l'arthrose, que derrière j'ai cette prothèse un peu plus jeune que la plupart des gens qu'on peut voir. Et en fait, non. Ouais, non, c'est pas ça. Et puis, en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on est fait selon un modèle biologique, c'est-à-dire que notre corps s'adapte aux contraintes auxquelles on l'expose. Si on l'expose à rien, il se désadapte. Si on l'expose un petit peu régulièrement, il s'adapte. Si on l'expose trop vite, trop fort, trop tôt, il se blesse aussi. Et donc, longtemps, on a cru qu'on était fait sur un modèle mécanique, tu vois, que tu étais livré avec un capital, muscle, cartilage, tendon, que si tu l'usais trop, tu allais avoir un remplacement. En fait, le fait d'être fait selon un modèle biologique va nous permettre de nous rendre compte que c'est le contraire. C'est que si on n'utilise pas, on se désadapte. Si on utilise correctement, on s'adapte. Et que ce capital muscle, cartilage, tendon, c'est à nous d'en prendre soin. C'est à nous de le faire évoluer. De le faire évoluer. Et il va évoluer en fonction de ce à quoi on va s'exposer. Et finalement, aujourd'hui, on sait haut et fort que les coureurs n'ont pas plus d'arthrose que les non-coureurs et ont significativement moins d'arthrose, notamment au niveau du genou, que les sédentaires. Les coureurs d'ultramarathon ont un peu plus d'arthrose que les coureurs de marathon, mais pas plus que les sédentaires. Et encore une fois, l'arthrose, on va dire que c'est juste un état des lieux parce que c'est pas forcément en lien avec de la douleur. Et peut-être que effectivement, les marathoniens et les ultramarathoniens ont à peu près les mêmes manifestations au niveau du genou, mais sont pas forcément symptomatiques non plus. Donc, faut vraiment avoir en tête que, au contraire, il y a moins de prothèses de hanche, moins de prothèses de genoux chez les coureurs, tout simplement parce qu'ils ont un BMI, un indice de masse corporelle plus faible aussi. Et que les coureurs ont des cartilages plus épais que les non-coureurs. Donc ça, c'est au même titre qu'ils ont des disques intervertébraux plus épais que les sédentaires. Ça, c'est vraiment des choses qui étaient galvaudées et qui aujourd'hui sont bien argumentées par la science. Et que même si tu as de l'arthrose du genou, la meilleure des choses à faire, c'est d'exposer ton genou parce que tu vas réaugmenter les qualités de résistance de ton cartilage, sa capacité à supporter de la contrainte. Tu vas inhiber un petit peu les nocicepteurs autour de l'articulation qui t'envoient des messages douloureux. Donc, tu vas avoir moins de douleur, une meilleure fonction. Puis tout ça, ça te fait rentrer dans un cercle vertueux. Et ça, on a fait une vidéo avec le professeur Berenbaum sur la chaîne, qui lui est rhumatologue, et il explique bien que ce qui favorise l'arthrose, c'est justement cette graisse en excès, ce syndrome métabolique qui va créer une inflammation de bas grade dans le corps, C'est ça. donc un état un petit peu inflammatoire général. Et ça, on sait que justement, c'est un facteur de risque de l'arthrose qui est très important, mais on l'a vu, pas l'activité physique et non plus la course à pied comme on vient d'en parler. Ouais, je mettrais le petit bémol sur les élites, tu vois, sur les sports de haut niveau, mais là on est dans des considérations complètement différentes où finalement ce qui les rend plus
à risque d'avoir de l'arthrose, c'est pas la somme de sports qu'ils ont fait, c'est beaucoup plus les décisions médicales liées à l'obligation de faire un PB à un instant T, qui fait que t'as un Il y a petit coup une d'infiltration. course, il faut courir, il y a des faut y aller, sponsors, quoi. il y a de l'argent, Ouais, il y a tout ça. exactement. On sort. Ouais. Le sport de niveau n'est plus du sport santé. Non, sinon ça se saurait. Voilà. Je te propose qu'on finisse avec 2 questions qu'on Oui. pose à tous nos invités. Oui. Donc la première, si tu devais donner qu'un seul conseil à tous tes patients pour améliorer leur santé, ce serait lequel ? Ouais, c'est de pratiquer une activité physique. Tu sais, on n'en a pas parlé et je m'étais vraiment dit qu'il fallait que je raconte cette étude-là de Chakravarti. C'est une étude qui a été faite sur des gens coureurs et des non-coureurs, 2 groupes, 582 dans un groupe et 423 dans l'autre groupe de groupe témoin. Ils les ont suivis sur 21 ans. Donc c'est quand même rare, des études de cohorte aussi grosses, parce que c'est quand même des gros groupes. Suivis sur 21 ans, ils avaient tous plus de 50 ans au jour J du début de l'intervention, du suivi. Et en fait, ils se sont intéressés à plein de choses. À leur arthrose du genou, ils se sont intéressés à leur durée de vie, ils se sont intéressés à leur qualité de vie en fin de vie. Et en fin de compte, ce dont on se rend compte, c'est que ceux qui ont une espérance de vie la plus longue et la plus qualitative en termes de qualité de vie en fin de vie, c'était les coureurs. Donc, c'est rien que pour ça. Je veux dire, ça vaut le coup de se mettre à une activité cardiovasculaire parce que ça a un impact incroyable sur ta vie, sur ta santé mentale, sur ton sommeil, sur le diabète, l'inflammation low grade, l'obésité, la prévention de maladies d'Alzheimer, prévention de récidive de cancer. Enfin, je veux dire, il y a une citation que j'aime bien qui dit que il n'y a pas un médicament sur Terre ou en fabrication qui renferme autant de promesses de bonne santé que l'activité physique. Donc vraiment, go pour ça. On est bien d'accord. Toi, qu'est-ce que tu as mis, deuxième question qu'on pose à tous nos invités, toi, qu'est-ce que tu as mis en place récemment dans ta vie pour être en meilleure santé ? Ah, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que j'ai mis en place récemment ? Ou qu'est-ce que tu as fait qui t'a apporté vraiment du bien ? Alors, il y a plein de choses que je faisais déjà, comme toi, par exemple, il y a plein de choses auxquelles je ne peux pas fonctionner sans. C'est-à-dire que si je ne vais pas courir le matin, mon cerveau ne se met pas en route. Et mon corps, aujourd'hui, ne se met pas en route. Donc, je cours à peu près 6 matins par semaine. Pas forcément pour m'entraîner. Alors, des fois, j'y mets de l'entraînement très construit, mais parce que c'est la façon de me mettre en route. Et le matin où je cours pas, je suis quand même vraiment dans le dur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai ancré depuis très 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 longtemps. Il y a un peu plus longtemps, mais quand même dans un spectre assez récent, il y a 4-5 ans, j'ai commencé à faire du renfo sous l'impulsion de Sébastien Cornette, qui est un coach qui vraiment prône le renforcement musculaire comme optimisation de l'entraînement, et notamment quand tu vieillis. Et j'allais dire la chose à laquelle je suis sensible aujourd'hui, mais je n'ai pas tout réussi encore. J'essaie de manger des protéines. En fait, je me rends compte que par goût, par simplicité, et puis en vieillissant, je pense que j'ai perdu le goût aussi. Je crois qu'il y a certaines fois, je ne suis même pas à 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Et en fait, j'ai aussi conscience que j'ai 50 ans la semaine prochaine et que mon capital musculaire, il faut que je l'entretienne. Donc, je crois que ma priorité là, alors j'en ai pris conscience, je n'ai pas encore trouvé tous les tips pour arriver à être efficace sur cette prise de conscience-là, mais ça va être d'entretenir ma masse musculaire. Ouais, c'est hyper important. Tout à l'heure, j'ai pas répondu, mais tu parlais d'un kiné qui faisait des QR codes pour donner beaucoup de tips, etc. Et ça, c'est vrai qu'on voit, j'ai une patiente en tête qui a fait une chute et, au niveau de l'épaule, et c'est vrai qu'elle avait vraiment une fonte musculaire qui était importante. Et on avait du mal à retrouver de la force, à retrouver du muscle. Et que si on l'interroge un petit peu, non, elle mange pratiquement plus de viande, pas de légumineuses non plus, assez peu d'œufs, assez peu de fromage, etc. Il y a un moment, s'il n'y a pas de protéines, on ne peut pas refaire du muscle, en fait. C'est ça. Tu fais pas de mur sans briques. Non. Donc, c'est vrai qu'il faut... Et ça, c'est une question importante. C'est vrai que il y a pas mal de personnes dans ton cas, quand même, qui en vieillissant commencent à moins aimer la viande. Ouais. Bon, écologiquement aussi, on en parle pas mal. Mais ça, c'est vrai que c'est important d'essayer de garder ces standards assez hauts
d'autant plus quand on est sportif, 1, 1,2, 1,4, 1,6 Ouais, grammes de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. ouais, Ça, c'est important. ouais, c'est mon challenge. Eh ben, c'est un bon challenge et tous les gens qui nous regardent, c'est un bon challenge. À très vite, Florence. Mais vraiment, merci beaucoup. De rien. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Avec notre invité, nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'importance de pratiquer une activité physique. Avec Jérôme, nous sommes convaincus que la course à pied est le sport dont vous avez besoin. Premièrement, l'homme est fait pour courir, c'est inscrit dans son ADN. Et deuxièmement, il n'existe aucun autre sport qui peut être réalisé partout, qui ne nécessite aucun matériel et qui a le même pouvoir de véritablement transformer votre corps. Peut-être que vous vous dites que pour vous c'est trop tard, que vous auriez dû commencer à courir depuis des années pour pouvoir bénéficier des incroyables bienfaits de la course à pied. Écoutez bien, il n'est jamais trop tard. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez encore débuter la course à pied même en partant de zéro, même si vous n'êtes pas sportif aujourd'hui. Voici ce que l'on a réalisé pour vous. Avec Jérôme, mon collègue kiné de l'équipe de France, nous avons travaillé après nos journées de consultation pour vous mettre à disposition dans cette vidéo tous les conseils dont vous avez absolument besoin pour débuter la course à pied après 50 ans. Il s'agit d'un véritable coaching perso de plus de 20 minutes. Cette vidéo est indispensable pour éviter que vous fassiez n'importe quoi, ce qui pourrait s'avérer dangereux pour votre corps. Cliquez juste ici pour regarder cette vidéo.